Alors maintenant que nous avons une idée sur les contraintes desquelles nous devons tenir compte pour l'estimation de la composition chimique de notre réservoir mantélique, on va se pencher sur différentes analyses proposées par différents auteurs quant à la composition de ce manteau en termes d'éléments majeurs que vous avez ici. Alors on va partir évidemment de la C1-chondrite qui est la composition primitive de la planète Terre. Les analyses chimiques de cette chondrite vous sont données ici. Vous remarquerez qu'elles ne bouclent pas à 100% parce qu'il faut leur ajouter à ces éléments les éléments volatiles, alors qui sont divisés en trois groupes. Les éléments hautement volatiles, vous en avez ici le détail, H2O, le soufre, le carbone et la matière organique. Les éléments moyennement volatiles, tels que le sodium, le potassium, le phosphore, le chrome, le Mn. Et vous avez les éléments légèrement volatiles, comme le silicium et le magnésium. Très bien. Alors, la première méthode, qui donc essaye de définir la composition du manteau et du noyau. Alors, les compositions du noyau vous sont données ici. Première méthode, par exemple, consiste à enlever les éléments hautement volatiles, les éléments moyennement volatiles et de l'oxygène du manteau pour former le noyau. Puis, on renormalise l'ensemble du noyau et du manteau séparément. C'est Hart et Zindler, qui sont les mêmes auteurs que le deuxième, mais là on est sur le premier. Alors, qu'est-ce qu'une normalisation? Normaliser, c'est-à-dire que je prends mes analyses, j'enlève les éléments volatiles que je veux de ma chondrite, les hautement volatiles et les moyennement volatiles. Une fois que je les ai enlevés, je vais faire ce total, ça sera donc ce total moins ça, et bien après je diviserai les valeurs par le nouveau total. Chaque valeur par le nouveau total, de façon à ce que ça boucle à 100%. Deuxième méthode, toujours des mêmes auteurs, qui s'appelle LOSI-MAG, c'est-à-dire Low SiMg Earth, c'est-à-dire terre à faible teneur en SiMg. Les éléments sidérophiles et de l'oxygène sont enlevés au manteau pour former le noyau, puis on a normalisation du manteau silicaté et du noyau séparément. On a ensuite les deux propositions de composition qui ont été faites les années 70 et les années 80, les fameuses pyrrolites par des calculs faits par Ringwood et Sun et McDonough. Puis enfin, la proposition faite par Allègre et ses collaborateurs pour une composition d'un manteau primitif, donc on enlève un certain nombre d'éléments pour former le noyau, et ce manteau donc s'appelle PRIMA, comme Primitive Mantle. C'était en 1995. Bon, si nous revenons aux xénolithes, qui sont ce petit bout de manteau qui ont été arrachés et amenés à la surface par les laves basaltiques. Alors, ces xénolithes pourraient représenter la composition du manteau. Si on compare leur composition à celle des chondrites, on va remarquer en premier lieu que les chondrites sont beaucoup plus riches en éléments sidérophiles. Le fer, par exemple, et le nickel aussi. Alors pour FeO 24-49 dans les chondrites, pour toutes les compositions estimées du manteau, c'est inférieur à 10. Pour le NiO 1,39 dans les chondrites, toutes les autres les compositions donc estimées sont largement inférieures à 1. Alors si, donc, le raisonnement il est simple, si on soustrait à cette composition de chondrite une large part du fer et du nickel, donc des éléments sidérophiles que l'on incorpore au noyau, les analyses qu'on obtient, comme l'on fait cela, peuvent être comparables à celles des xénolithes. Mais attention, parfois, il peut apparaître des différences significatives qu'il faut évidemment discuter et traiter. Alors, d'autres constats concernent d'autres éléments, par exemple ici pour les alcalins, le potassium et le sodium. On remarquera là aussi que le manteau en est appauvri, même en comparaison avec les chondrites. Na2O 0,65 dans les chondrites, c'est inférieur à 0,04 dans le reste
des compositions estimées du manteau. Pour le Cardozo, c'est la même chose, 0,067. Tout le reste est bien plus bas. Ok. Alors, on va aussi discuter d'un élément en trace particulier qui est le rubidium. Alors, le rubidium, c'est un élément à large rayon ionique, comme on l'a défini la dernière fois. Il est donc très incompatible. Il enrichit très vite, et notamment pour les taux faibles de fusion partielle, les liquides issus de cette fusion partielle. Et quand on a la cristallisation, il enrichit les différents liquides résiduels. Alors, le rubidium est aussi le père. Le rubidium 87 est aussi le père du strontium 86, que l'on obtient par la désintégration radioactive. Donc on a remarqué que le manteau est appauvri en rubidium. Il est donc aussi appauvri dans le rapport strontium 87 sur strontium 86, et donc, en général, qu'il a un rapport rubidium sur strontium qui est plus faible par rapport au chondrite. Alors, cela pourrait s'expliquer par le fait que le rubidium est incorporé à la croûte. Laquelle croûte, encore une fois, est le résultat de l'effusion partielle successive du manteau, et qui donc, au cours du temps, a perdu continuellement son rubidium. En général, la Terre, le manteau terrestre est appauvri en potassium, rubidium, césium par rapport au chondrite. Le manteau est aussi appauvri en éléments volatiles. Cela est probablement dû aux très hautes températures au tout début donc de la nébuleuse solaire et de l'individualisation des planètes, notamment rocheuses comme la nôtre, et ces éléments ayant été très vite incorporés à ce que l'on a appelé la proto-atmosphère ou la proto-hydrosphère. On continue à faire nos remarques et nos constats en disant que le manteau supérieur est appauvri en silice par rapport au manteau chondritique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la partie du manteau la plus externe a subi un certain nombre d'épisodes de fusion partielle, ce qui l'a amené à être appauvri en silice élément incompatible, qui va être incorporé à la croûte océanique et à la croûte continentale. Le manteau chondritique, ce serait donc cette partie du manteau qui n'aurait pas subi ces fusions partielles et qui aurait donc gardé une composition plus proche de celle des chondrites. Ça, c'est le premier constat. Un autre constat fait le lien entre l'évolution des chondrites et l'évolution de la planète Terre. Nous avons ici un diagramme Mg sur SI, fonction de néodyme sur silicium. Alors ça c'est en pourcentage poids, ça c'est celui-là est en ppm, le silicium, la silice, donc c'est en pourcentage poids. Et on voit donc l'évolution des chondrites, avec tous leurs groupes qui vous sont donnés ici, E, L, 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 H, C et CM2, donc évolue suivant la ligne ou l'ère des météorites. En revanche, les xénolithes, ça ce sont des analyses de xénolithes du manteau, ont une évolution quasiment diamétralement opposée. Alors, ces points-là, c'est les analyses des xénolithes, et cette ligne-là, qui correspond aux différents degrés de fusion partielle qu'a subi le manteau pour produire ces différents xénolithes qui sont en fait du manteau restitique. Alors qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ce diagramme? C'est que si la Terre ne s'était pas mise à évoluer par ces processus de fusion partielle, l'extraction des éléments les plus légers, leur incorporation vers le manteau, vers la croûte continentale, la croûte océanique, elle aurait eu une composition qui correspond à ce secteur-là. C'est à partir de là que donc la Terre a commencé à avoir son évolution propre et s'est écartée de l'évolution normale des météorites. Cela est la même chose dans le diagramme Mg sur SI en fonction de AL sur SI, dans lequel vous avez l'aire des météorites qui est là, et vous avez l'aire terrestre qui est ici, avec une intersection qui se fait à ce point-là. Donc c'est à partir de ces différentes compositions que la Terre a commencé
à avoir son évolution propre et à s'écarter de l'évolution des météorites, desquelles elle faisait partie évidemment avant son individualisation.